Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvre Bitcoin, je suis Roxy et aujourd'hui je suis avec David. Merci beaucoup à toi David d'être avec nous. Salut, merci Roxy, merci de me recevoir. Pas de souci, donc David est l'auteur de Tout sur Bitcoin, un livre on va dire pour bien débuter dans Bitcoin qui vous apprendra vraiment la base. Je pense que le plus simple c'est que tu commences par te présenter, nous expliquer un petit peu pourquoi tu es tombé dans Bitcoin et qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre. En tout cas merci beaucoup d'être présent avec nous. Ça fait un très grand plaisir. Ben, comme vous avez dit, je m'appelle David. Je suis dans la vie, je suis un directeur technique pour une boîte de développement de logiciels. Et je suis tombé dans le terrier de Bitcoin en 2018. J'ai été initié par un collègue au minage, en fait, des crypto-monnaies. Je minais là, des altcoins, plus précisément du Monero. C'est lui qui m'avait montré ça. Dans le fond, on prenait du matériel informatique désuet, tu sais, des serveurs Dell. euh, et on s'amusait à miner du Monero avec ça. Ce collègue-là m'impressionnait beaucoup. Il minait tout l'hiver avec des dizaines de machines dans sa chambre, avec les fenêtres ouvertes. Il faisait 26 dans Ah, sa vous êtes au chambre, même Canada la hein, fenêtre. du coup. Ouais, au Canada, à -30, là, tu sais, il faisait chaud dans sa chambre. Il minait comme ça, là, sans relâche, pour miner du Monero. Je trouvais ça très, très intéressant et intriguant. Donc, c'est comme ça que mon initiation à la blockchain ou à Alcoin a commencé. Et un peu comme tout le monde, un peu avant ça, quand j'ai entendu pour la première fois parler de Bitcoin, je croyais que c'était un joujou là, pour des geeks de haut niveau qui s'échangeaient ces jetons-là, qui avaient, à mon avis, aucune valeur, puis essayaient de faire à croire aux gens que ça pouvait valoir quelque chose. Et comme dans les médias, on disait toujours que c'était une monnaie pour les criminels, puis que ça allait Oui. mourir bientôt. Ben, tu sais, moi, je pensais que c'était le cas, un peu comme tout le monde. Donc, mon intérêt au départ, c'était vraiment une question d'intérêt technologique. Je trouvais ça très, très intéressant de pouvoir faire de l'argent, de générer de l'argent avec du matériel informatique désuet. C'est comme ça que ça a commencé. Ah, c'est super. Ce que tu dis, c'est impressionnant parce qu'on a vraiment tous le même parcours. Alors moi, c'était pas d'un point de vue tech, c'était d'un point de vue finance, mais finalement, on vient tous dans l'idée de quelqu'un nous introduit parce qu'il est sur des altcoins généralement. On pense avant que c'est une monnaie de criminel, de geek qui va chauffer. On comprend pas pourquoi, mais on se lance parce qu'on trouve que c'est intéressant et après on apprend petit à petit. Du coup, à quel moment t'as fait ta transition? Souvent, vous le savez, j'étais également dans les altcoins avant. Tu fais ta transition vers, tu l'entends une fois, deux fois, trois fois. Et au bout d'un moment, tu te dis, bon, attends, pourquoi c'est vraiment Bitcoin? Pourquoi c'est toujours Bitcoin qui revient? Tu reviens quelques années après, et c'est toujours Bitcoin qui est toujours là. Et c'est là où tu te dis, bon, il y a peut-être plus à creuser, et tu repars dans le terrain du lapin une deuxième fois, puis une troisième fois. C'était quand ce grand moment où tu t'es dit Bitcoin? La réponse simple, c'est que c'est à cause du matériel et du travail qui a été fait de vulgarisation au sujet de Bitcoin, contrairement aux autres altcoins ou blockchain. Je te donne le parcours. C'est que j'ai lu Mastering Blockchain en premier, en 2018. J'ai rien compris presque, là. Ben, c'est pas vrai, j'ai compris, mais c'est vraiment un livre avancé. Puis je parle pas de Mastering Bitcoin, je parle de Ouais, Mastering Mastering Blockchain. C'est un Blockchain, livre. c'est un autre livre. Ouais, c'est ça qui est un bon livre là, pour quelqu'un qui veut apprendre là, en général, mais pas pour un débutant. Donc j'ai commencé avec ça, il est ça d'épais, là. En fait, il est en arrière. Là, tu sais, c'est un gros livre, j'ai travaillé fort. Je suis comme, oh mon Dieu, c'est compliqué. Après ça, j'ai lu Tokenomics. Ça, là, c'était très intéressant. Puis après avoir lu ce livre-là, j'étais comme, ça y est, la blockchain, les tokens, c'est l'avenir, tout va être tokenisé. On va J'étais comme, tokeniser le monde, hein. Ourra, tu sais, ça va être incroyable. Et un jour, j'en ai parlé avec un collègue développeur. Je disais, ah non, mais les bases de données, c'est fini. Tout sera, euh, tout sera blockchain. J'étais convaincu de mon truc. Et après, je m'en viens au moment où je suis passé à Bitcoin. Après ce moment-là où je suis passé à Bitcoin, je suis très, très content d'avoir lu ce livre-là, Tokenomics, parce que quand tu le regardes avec un pas de recul, sans le hype, tu te rends compte que c'est un livre de marketing qui t'explique comment faire un ICO, une Initial Coin Offering, puis que dans le fond, dans le livre, tout ce que ça dit, c'est que pour faire un ICO, tout ce que ça te prend, c'est un white paper, un site web avec des photos de gens pour dire le développeur, le CEO, ainsi de suite, et t'as un jeton. C'est très, très, très clair dans le livre que ça prend juste ça, puis t'as pas besoin d'avoir de Puis quand tu le lis la première fois, puis t'es hype, tu t'en rends même pas compte. Tu te dis, oh mon Dieu, c'est donc bien intéressant. Mais avec du recul, le livre, tu te dis, c'est la réalité. C'est juste c'est un livre de marketing
sans vouloir en être un. Donc, je suis très, très content d'avoir lu ce livre-là. Je le recommande à ceux qui n'ont pas été là en 2017. Ça fait le tour un peu de ce qui s'est passé. C'est un beau livre d'histoire sur l'univers crypto. Donc, les choses sérieuses. Après, j'ai lu The Bitcoin Standard. Hmm. Et c'est un peu plus tard que j'ai réalisé. C'est une des raisons, le Bitcoin Standard, pourquoi j'ai écrit un livre. Je vais y arriver rapidement. Mais suite à la lecture du Bitcoin Standard, j'ai compris c'était quoi la monnaie, Roxy. C'est tout simplement ça. Pour comprendre Bitcoin, il faut comprendre c'est quoi la monnaie. Je vais le punch tout de suite. Euh, j'ai réalisé que pour comprendre Bitcoin, il fallait comprendre qu'est-ce que la monnaie, qu'est-ce que la monnaie d'État et comment fonctionne Bitcoin. Ça prend les trois. D'où mon livre. Je vais y revenir. Mais Ouais. l'incident qui s'est passé, qui a déclenché chez moi une frénésie de lecture, j'ai lu 20 à 30 livres sur Bitcoin en 3 ans. Euh, c'est un événement. J'ai été invité à une conférence de développeurs dans mon domaine en 2019, puis un 5 à 7 après la conférence. Il y a des collègues à moi qui m'ont interpellé sur le sujet de Bitcoin parce qu'ils savaient que ça m'intéressait et ils m'ont coincé carrément. J'avais pas toutes les réponses à leurs questions. J'avais pas, j'ai pas été en mesure de répondre à leurs interrogations et surtout au sujet de la monnaie d'État. C'était le sujet que je maîtrisais moins. J'avais une bonne base, mais je ne la maîtrisais pas assez. Puis eux, je pensais qu'ils le maîtrisaient plus que moi, ce qui n'était pas le cas en passant, mais j'avais pas les réponses. Et c'est là que j'ai dit, ah, alors, c'est la dernière fois que ça m'arrive, alors je me suis mis à lire frénétiquement pour comprendre tout à fait le sujet parfaitement, ce qui est arrivé d'ailleurs à la suite de toutes mes lectures. Et pour pas que toutes ces lectures-là soient simplement comme dans ma tête ou que je les oublie, j'ai pris beaucoup de notes, j'ai surligné beaucoup de textes et j'ai fait un document là, d'une centaine de pages de tous mes résumés de lecture. Ben, pas mes résumés de lecture, mais les notes que j'ai pris, tout ce que j'ai highlighté, j'ai recopié dans un. Et ça m'a donné l'idée de faire un cours. Et j'ai créé un cours sur Bitcoin pour un collège là, ici à Montréal, en formation continue. Et j'ai contacté le collège, j'ai proposé le cours, ils ont accepté. Donc, ça fait 3 ou 4 fois que je donne. Et une fois que j'ai eu ces notes-là, je les ai présentées à une de mes amies qui est intéressée au sujet. Je dis, regarde, c'est cool, c'est mes notes de cours. Elle dit, hey, pourquoi tu n'écris pas un livre, tu sais? Et je dis, ben, je peux pas écrire de livre, j'ai rien à dire. Tu sais, c'est des notes, mais c'est pas moi qui les ai écrits. Il faut avoir quelque chose à dire pour écrire un livre. Puis quand j'ai donné le cours, je me suis rendu compte que j'en avais plein de choses à dire parce que, évidemment, toutes les réponses n'étaient pas dans mes notes de cours. Donc, les étudiants, ben, les participants posaient des questions, je répondais. Donc, c'est là que j'ai vu, ah, finalement, j'ai peut-être quelque chose à dire. Et d'où l'idée d'écrire le livre est venue. Et essentiellement, le livre, ce qu'il fait, c'est qu'au lieu de. Pour comprendre Bitcoin, je prétends qu'il faut comprendre la monnaie d'État et le fonctionnement de la blockchain, comme j'ai dit plus tôt. Mais pour faire ça, il faut lire au moins 3, 4, 5 livres. Et je ne peux pas demander à ma mère de lire 5 livres pour comprendre Bitcoin. Donc, j'ai dit, moi, je vais l'écrire, le livre qui résume ces 3 sujets pour qu'on ait une vision d'ensemble de Bitcoin. Donc, pour faire le petit résumé, c'est que je comprenais très bien comment fonctionnait Bitcoin quand j'étais à mon 5 à 7 puis que les gens me posaient des questions. Mais c'est pas sur le fonctionnement de Bitcoin que les gens m'ont posé des questions. C'est mais comment ça peut avoir de la valeur? Une monnaie d'État, c'est basé sur ci, ça vaut quelque chose, ça c'est vrai, ça c'est réel, tu peux la tenir dans tes mains. Tout mon background de technique de Bitcoin, ça servait à rien pour cette question-là. Tu sais. Donc, Ah, j'étais bouché. Donc maintenant, avec ce que j'ai appris, avec mes lectures, ce que j'ai résumé dans le livre, quelqu'un peut assez facilement répondre à ce genre d'interrogation-là. Donc, mon livre, oui, ça s'adresse à des débutants, c'est une initiation, mais même des gens qui sont très techniques au niveau de Bitcoin, il y a probablement des trucs au sujet de la monnaie d'État ou de qu'est-ce que la monnaie, des fois, qu'ils ne maîtrisent pas. Ben, je l'ai résumé dans le livre. Tu sais, tout le début peut être intéressant pour à peu près tous les niveaux si on pas. Si quelqu'un n'a pas lu, genre What Government Has Done to to our Money, money. bon, tu sais, ben, dans mon livre, on fait un peu le tour, ben, Eh, évidemment pas sur tout c'est ça que j'ai bien aimé dans voilà. ton livre, du coup, ouais, évidemment, enfin, pour spoiler, hein, je l'ai lu, tu me l'as envoyé, et je te remercie, et il est top, hein. C'est vraiment ça, quand tu commences à parler de Bitcoin, il y a
1 milliard de questions. Que ça soit toi, tu t'en poses 1 milliard, et à chaque fois que tu trouves la réponse à une question, tu as trois autres questions. Quand tu es en soirée, tes amis, c'est pareil. Et autour de toi, c'est toujours pareil. Et quand on ne parle pas de la monnaie, on va te parler de la technologie, on va parler d'altcoin, de blockchain, on va parler de sécurité. Et finalement, tu te retrouves avec une quantité de questions astronomiques. Personne n'a le temps de lire autant de livres, bon, sauf toi et moi, parce qu'on est passionnés. Donc on se dit, ok, on va lire 40 livres sur Bitcoin en 2 ans ou 3 ans, parce que bah, pourquoi pas. Mais réalistiquement, t'as raison. Notre mère ne va pas se mettre à lire des livres, notre copine non plus. Peut-être le Bitcoin Standard, parce que c'est une très bonne synthèse et ça peut marcher. Mais tout le monde ne devrait pas savoir en fait. Parce qu'une monnaie, ou comment marche Internet, tout le monde ne sait pas comment ça marche d'un point de vue technique, il n'y a pas besoin. Et si tu veux vraiment comprendre Bitcoin, tu as complètement raison, tu dois comprendre ce que c'est la monnaie, tu dois comprendre même limite comment marchent les bases de données, hein. Enfin tu dois comprendre, hein, certes, parce que ça revient à la même. Tu dois comprendre énormément de choses. Et ce qui est bien avec ton livre du coup, c'est qu'en fait, bon, tu l'expliques, tu résumes, mais surtout tu donnes les choses pratiques pour mettre en place. Donc tu apprends comment mettre un premier portefeuille. Donc là en l'occurrence tu as pris Green Wallet. Finalement comme mon cours, donc on a choisi le même de base sans se concerter. Tu apprends comment bien stocker la clé privée, comment ne pas se la faire voler si elle est digitale. On pourrait peut-être en venir de pourquoi. Tu vas même plus loin, t'expliques, bah voilà, on peut faire tourner un nœud. T'expliques qu'à la fin il y a quand même BTP Server. Donc comme toujours, comme moi, ton taillé de Bitcoin commence avec la question qui est pourquoi est-ce que la monnaie est comme elle est aujourd'hui? Pourquoi Bitcoin apporte une solution, ou du moins on dit qu'il apporte une solution? Et quand tu entends deux, trois fois que Bitcoin apporte une solution, bah, tu commences à te poser la question de pourquoi tout le monde me baratine toujours ça. Et donc là tu plonges, tu te mets à en avoir, tu te mets à en stocker. Donc là tu expliques très bien ça, et puis après tu vas aller encore plus loin, BTP, les nodes, etc. Donc ma question c'est, explique-nous les étapes. Vas-y, refais ton cours en synthétique. Quelqu'un qui se lance, qui veut simplement, qui a compris, on va dire, il a déjà compris que la monnaie été manipulé, on va dire simplement par une sorte de comité, peu importe le pays, peu importe l'institution, et du coup ils peuvent avoir main mise sur l'impression monétaire, la dévaluation de ton épargne, de ton pouvoir d'achat. Bitcoin arrive, 21 millions, on est d'accord, ok je vais en avoir. C'est quoi les prochaines étapes quand la personne est convaincue qu'elle a envie de mettre un petit peu de son épargne, sans faire de conseils financiers? Comment est-ce que tu abordes ça? Quelqu'un, un ami à toi qui te dit bon tu m'as convaincu, c'est bon, c'est quoi la prochaine étape? J'adore que tu dises épargne. En partant, là, Oui, ça, c'est un gros épargne, oui, point une épargne. dans mon C'est pas livre. spéculatif, c'est une épargne. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui disent que Bitcoin est un investissement ou c'est quoi tes investissements? Là, ouais, bon, moi, je préfère utiliser le terme épargne. Après ça, on pourra débattre si c'est un investissement, il y a une part de risque, il y a des gains, mais c'est pas une action, il y a pas, t'achètes pas une, T'as pas de il y a pas dividende un déjà. Il faut penser quand même que ex- Bitcoin, quand vous en achetez, quand vous commencez à l'adopter, quand vous mettez du Bitcoin dans votre vie, enfin, ce serait un mauvais investissement parce que vous êtes sûr de ne pas avoir de dividende, vous attendez que quelqu'un d'autre le rachète. Non, ça marche pas comme ça en fait, hein. Faut le voir différemment. Donc, c'est ce que je dis, moi, dans le livre, c'est qu'en ce moment, ça peut ressembler à un investissement parce qu'il y a une part de risque, puis il y a de la volatilité, ça croît toujours, mais éventuellement, ça va potentiellement, peut-être pas se stabiliser parce que techniquement, ça va toujours être de plus en plus rare, mais on va atteindre une espèce de plateau, puis peut-être qu'on va se faire outperformer par des altcoins de casino éventuellement, puis ça sera tant mieux pour eux, mais juste ceux, en fait, tant pis pour ceux qui vont rentrer en dernier. Là, c'est toujours le même concept avec ces systèmes-là. Donc, tout ça pour dire que j'adore le fait que tu parles d'épargne. C'est la première chose. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on fait pour embarquer dans le monde de Bitcoin? La première chose à faire, c'est de s'informer sur comment bien garder ces Bitcoins. Pas nécessairement de les garder de manière souveraine comme toi tu l'expliques ou comme moi je l'explique dans le livre. C'est peut-être pas la première étape parce que on peut très bien se procurer son premier 50 de Bitcoin dans un exchange qui garde les clés custodial, comme on appelle en anglais. C'est pas la fin du monde, c'est une initiation. Les gens vont dire, moi, je vais acheter 50 euros ou 50 de Bitcoin. Euh, j- J'utilise un exchange qu'on m'a conseillé, un ami m'a conseillé, ou Roxy m'a conseillé, ou le livre me conseille, et je garde ça dans l'exchange, ou mieux, dans le portefeuille, dans mon téléphone, où que j'ai bien pris le temps de noter les mots, ce qui serait une bien meilleure idée. Mais moi, ce que j'aime dire aux gens, c'est familiarisez-vous tout de suite avec le prix. Même si moi, je ne considère pas que le prix est important,
j'aime dire aux gens, regardez le prix une fois de temps en temps pour vous créer une endurance. Quand tu achètes Bitcoin au top, 50 000 ou il est-tu monté en euros? Il est monté à quoi? 45 Ouais, 000 euros? 47 000. 50 000? Je regarde en dollars également, mais je pense que ça doit être dans ces eaux-là. Bon, OK. C'est Donc, 62 000 le- et 55 000 euros, quelque chose comme ça. donc là, on est comme, oh, il faut acheter du Bitcoin. On m'a dit que c'est l'avenir, j'en achète. Donc, vous en achetez pour 50 euros. Et là, boum, après 2 mois, un crash, ça tombe à, ben on va parler en dollars là, parce que je suis plus familier, T'inquiète, là, pareil. 30 000 US. Donc là, vous dites, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Mon 50 est devenu 25 C'est une monnaie euh, ridicule, volatilité, tu ouais, passes par tous ces stades. exactement. Mais là, l'idée de le suivre Je un comprends petit très peu bien de ton idée. loin, c'est de se faire la main ou la carapace sur le fait que ça va arriver plusieurs fois, ça va remonter. Dans le livre, je parle des canoës, comme on dit en Europe. C'est que le prix de Bitcoin, historiquement, jusqu'à maintenant, fait des pointes, des hauts sans précédent Mhm. et redescend et un autre haut sans précédent et comme ça. Et la proue ou je ne suis pas très fort en analogie de bateau, mais l'avant du bateau est toujours plus haut que l'arrière du bateau, comme D'accord, ça. ok, je vois ça, je veux Donc, dire. on achète si quelqu'un achète un haut sans précédent, ben là, nécessairement, il va perdre 50, Oui, t'as la 80% de la houle qui valeur. redescend pour remonter. Et là, ça remonte. Et là, tu es tout excité. Les gens souvent vendent au prochain top. Puis là, ça redescend. Puis là, ils rachètent. C'est très compliqué. Donc, le plus simple, c'est juste d'en acheter un petit peu sans vous mettez pas toutes vos économies. Je pense que c'est ça que toi aussi que tu Ouais, dis, là, un ouais, peu ouais. comme on est capable de s'en... Parce qu'on est capable de perdre ce qu'on dit. j'aime pas le perdre. J'aimerais plutôt dire que quelque chose qui va ne pas vous stresser. C'est Emmanuel de Parlons Bitcoin Ouais. qui dit ça. Il dit si vous embarquez dans Bitcoin puis ça vous stresse à fond, c'est pas, ce sera pas intéressant. Il faut mettre quelque chose qui va pas vous embêter. Euh, et de le laisser là, puis de regarder le prix pour se faire une carapace. Puis une fois que votre carapace est faite, vous allez être capable de prendre des décisions par rapport à vos avoirs Bitcoin sans vous laisser avoir par l'émotion. C'est ça. Je dis pas qu'il faut pas jamais vendre. Moi, je vais pas vendre. Je vais probablement léguer les très peu de Bitcoin que j'ai à mes enfants dans 30 ans, dans 20 ans. Tu sais, j'en ai pas d'utilité en ce moment. Je veux pas devenir riche ou je veux pas. Ça m'intéresse vraiment pas, mais peut-être que j'ai acheté une partie de l'avenir, une part là, de la monnaie d'avenir, et je vais potentiellement la céder à mes enfants plus tard. Donc, moi, ça ne me stresse pas du tout le prix. Et si quelqu'un veut faire de l'arbitrage avec Bitcoin, acheter bas, vendre haut, tant mieux. J'espère juste que ça ne va pas trop vous stresser. Mais avant de vendre par la peur, tout ça, faites-vous une petite carapace sur le prix. Puis une fois que. Dernière analogie, moi, je donne l'analogie tu déménages sur une nouvelle planète la nuit. Tu ne sais pas, toi, si le soleil va se lever le lendemain. Tu sais. La première nuit là, est très stressante. Est-ce que la nuit dure 24 heures? Est-ce qu'elle dure Je... 3 ans. 50 heures? Ouais. On ne le sait pas. Tu viens d'arriver sur la planète, c'est la nuit. Donc là, le jour se lève. OK, la première fois. Là, ça l'a pris 12 heures. Mais tu ne sais pas si tu es arrivé sur la fin de la nuit, au début de la nuit. Tu ne sais pas quand est-ce que la deuxième nuit, tu ne sais pas plus quand est-ce que le jour va se lever. Fait qu'à partir de la deuxième nuit, tu dis, ah ben finalement, ça l'a pris 42 heures pour que le soleil se lève. Donc, je suis pas mal certain que la nuit prochaine, le troisième lever de soleil, je suis assez certain que le soleil va se lever au bout de 42 heures. Et là, ta confiance, à mesure que le soleil se lève, ta confiance revient. Donc, c'est un peu le même concept avec Bitcoin. Des hauts, des bas, des hauts, des bas. Plus que tu as vécu de hauts puis de bas, moins que tu es stressé. Les gens qui ont joiné Bitcoin en 2011, là, ils s'en foutent que ça monte à 64 000 puis que ça tombe à 30 000. Ils ont vécu 5, 6 comme ça. Là. C'est pas. Et voilà. Donc, ça serait mon deuxième. Tout ça pour dire que se familiariser avec le prix,
c'est quelque chose d'intéressant pour se faire une carapace, Ouais. pour ne pas vendre apeuré. Et Voilà. là où tu as raison, et la carapace, moi je trouve aussi que, bah, je le dis souvent dans les vidéos, on vous apprend pas la finance, on vous apprend pas assez l'épargne, l'investissement, du moins au Canada, j'ai vécu également au Canada, à Montréal, ou en France, c'est pas vraiment dans les normes, on vous dit vous inquiétez pas, la banque s'en occupe, on s'occupe de votre retraite, on s'occupe de tout en fait. Donc on n'a pas cette habitude à voir les prix bouger, on n'a pas l'habitude de voir notre épargne changer comme ça aussi drastiquement, Voilà. et du coup c'est là où je me dis toujours, attends, mais quelqu'un qui a acheté à 60 000, moi, je lui dis pas de pas acheter. Alors, ils font ce qu'ils veulent, hein, ils sont grands, les gens. Mais si jamais t'as acheté, c'est une bonne chose. Parce que finalement, même si demain ça baisse à 50, tu te rends compte déjà que bah, rien n'est sûr sur Terre. Et que tu te rends compte qu'à chaque fois, tu dois être responsable de tes décisions, tes risques. Et c'est bien, tu vois, tu prends en indépendance. Et en plus de ça, tu te dis, ok, si Bitcoin peut baisser de 50, le jour où derrière il fait 100%, et bah si tu penses à l'envers, tu te dis, putain, ça veut dire que tous mes euros ont baissé de 50% face à Bitcoin. Ça veut dire que tout mon pouvoir d'achat que j'avais avant en euros a été divisé par 2 par rapport à Bitcoin, parce que ça marche dans les deux sens. Si Bitcoin perd Exactement. 50% et Bitcoin prend 100% ou 50%, ça veut dire que tes euros ont perdu 50% de leur valeur face à Bitcoin. Et à un moment, quand tu commences à te dire ça, tu te dis, mais attends, ça veut dire qu'en fait, tous les ans, tous les 2 ans, à chaque fois que Bitcoin fait ses nouveaux hauts, finalement, mon pouvoir d'achat a baissé face à cette nouvelle monnaie. Et si on pense plus loin face à l'immobilier et l'or, en fait, on se rend compte que notre monnaie qui est très stable et parfaite, donc notre euro, notre dollar, notre canadien, enfin notre dollar canadien, notre CAD, bon bah on pense qu'il est stagne parce qu'on nous a toujours dit oui bah il est stagne, mais en fait pas du tout. Il est stagne, mais en fait si tu vas un petit peu plus loin, si tu prends ta zoom, ta loupe et tu regardes, tu te rends compte que le prix de la baguette il a fait que monter. Tu te rends compte que ton petit pain ou ton pain au chocolat ou ta chocolatine, tu vas la payer grosso modo bah, quasiment 1 euro, enfin 2 euros en gare aujourd'hui, 1,10 €, 1,15 € alors qu'avant c'était beaucoup moins cher. Tu te rends compte que tout monte, c'est simplement parce que tes euros descendent au fur et à mesure, mais tu le vois pas au fur et à mesure. Avec Bitcoin, tu l'as sur toi d'un coup parce que bah, le prix il bouge très vite car il n'est pas manipulé. C'est un marché libre, il y a les traders qui font ce qu'ils veulent, les fonds d'investissement font ce qu'ils veulent, mais comme c'est un marché libre finalement, forcément il y a de la volatilité. Et souvent les bitcoiners ils disent la volatilité n'est pas une erreur, c'est pas un bug, c'est une fonction, enfin it's a featured, c'est voulu, on veut cette volatilité parce qu'elle est preuve Voilà. que justement c'est le marché libre et une adoption on va dire, naturel. Et ça, c'est important de s'en rendre compte quand même. Exactement. Donc, on a deux choix. On a le choix de vivre ces fluctuations de prix-là qui sont quand, quand tu ne dépends pas de tes avoirs à Bitcoin pour manger, ben c'est pas très grave. Tu les gardes là. Puis, donc, faut C'est endurer des comme toi, cycles de hausse. tu prévois pour du très long terme. Donc tu peux endurer ces Exactement. cycles. Tu as le choix d'endurer ces cycles-là qui sont quand disons que tu es responsable puis tu as mis ce que tu pouvais être heureux avec. euh, disons, de réserver. C'est un coût d'opportunité. Tu réserves cette, euh, cette valeur-là dans les bitcoins. Tu vis des cycles. Ou l'autre côté, c'est de perdre 10% de la valeur de ton argent cash tous les ans. Parce que, bon, je ne suis pas économiste, là, mais ils nous disent que la mesure de l'inflation, c'est 2 à 3 par année, mais il faut savoir que ça inclut pas l'immobilier, ça inclut pas une part même de la nourriture, parce que la nourriture, c'est trop volatile. Disons qu'il y a une sécheresse aussi, une inondation là, ben là, ça influe les prix, puis ça, c'est parce qu'il y a deux sortes d'inflation. Tu sais, il y a l'inflation réelle de l'offre à la demande, quelque chose devient plus rare, et il y a la dévaluation de la monnaie. Quand on mesure l'inflation, puis on parle d'inflation, souvent, c'est plus la mesure de la dévaluation de la monnaie. Mais ça peut exister de la vraie inflation de marché, là, quelque chose devient plus rare ou plus dur à produire. Ou exemple, le bois d'œuvre ici au Ouais, Canada a ouais. augmenté beaucoup parce qu'il y a eu une grosse demande, puis l'offre est inflexible parce que c'est géré par des quotas. Donc ça, c'est normal que le prix augmente. Ce n'est pas nécessairement dû à la dévaluation de la monnaie, mais il y a une grosse part de l'inflation qui est mesurée, qui est une dévaluation de la monnaie et ça ne contient pas plusieurs choses qu'on a besoin. Se loger, c'est un besoin vital. Et ce n'est pas inclus dans le calcul de cet index-là. Donc, en partant, l'index est faux. Et donc, on ne peut pas vraiment dire, ah, c'est juste 2-3%. Donc, si je fais 6%, Oh, bon. température, euh, c'est si on fait 5-6%, on va battre l'inflation. Puis
c'est même pas tout à fait vrai parce qu'il semblerait que c'est plus proche de 10. Bon, ben là, tu sais, là, Non, je mais parle un peu à travers mon chapeau. Je suis pas économiste, puis prenez ça avec un grain de sel. C'est ce que moi j'ai lu, puis c'est ce que je crois. Mais on pourrait le calculer précisément si on avait le temps avec les coûts des logements, puis de l'achat des maisons. Ça fait dépasser le chiffre qu'on nous donne pour l'inflation. Moi, ma maison ici sa valeur a explosé. On l'a acheté juste au bon moment. Je ne pourrais pas me payer la maison que j'ai, carrément, en ce moment. Je n'aurais pas les moyens de payer la maison que j'ai achetée il y a 5 ans, en ce moment. ouais, non, Et moi et ma conjointe, on travaille tous les deux, on a des bons emplois, et je ne suis pas sûr que je passerai à la banque pour ma maison. c'est ça, C'est fou. c'est incroyable. Et comme tu le dis, c'est simplement parce qu'en fait, ce mot inflation qui fait finalement énormément de choses dans l'économie, il est mal compris. Et déjà, tu peux dire, est-ce que c'est l'inflation de la masse monétaire globale, à savoir ton M0, M1, M2, c'est-à-dire que tu penses qu'en fait, toute la masse monétaire du monde, et à chaque fois que tu en rajoutes, c'est de l'inflation. Et tu penses pas les objets. Donc ça, c'est une façon de voir l'inflation. Et la Ouais. deuxième façon de voir l'inflation, c'est se dire, on va prendre un panier de biens et services qui sont nécessaires pour la survie d'un être humain lambda, employé, bon père de famille classique, le cliché. Et ça, c'est son panier d'inflation. Et en fait, aujourd'hui, on a décidé que la masse monétaire, c'est pas de l'inflation. C'est pas grave. Par contre, ce qui est important, c'est ce petit panier. Et ce panier, comme tu dis, il prend pas l'immobilier, qui prend 10%, 15% par an, et il a pris 30% récemment, donc c'est absolument astronomique. Donc plus personne, à part les gens très riches, peuvent se payer des maisons. Et on parle même pas de tous les biens immobiliers à Londres, à New York, à Montréal, à Tokyo, peu importe, à Paris, qui sont vides, parce que c'est simplement des gros fonds d'investissement, des milliardaires, qui doivent mettre leur argent quelque part parce qu'ils savent que l'inflation les rogne, et du coup, bah, ils achètent de la terre. Et comme ils ont beaucoup d'argent, ils achètent des appartements qu'ils n'ont même pas envie de louer. Et du coup, tu te retrouves avec des bâtiments entiers complètement vides dans les centres-villes. Donc tu as déjà l'immobilier. Comme tu le dis, tu as les matières premières qui ne sont pas prises en compte. Tu as le prix de l'éducation. L'université augmente au fur et à mesure. Alors on est très aidé en France, évidemment, et au Canada, à Montréal, très bien. Mais quand tu prends le reste des provinces du Canada, quand tu prends les États-Unis, l'inflation de l'éducation est quand même réelle. Tu peux prendre la santé, tu peux prendre le voyage. En fait, il y a tout cet aspect de notre vie qui est simplement pas considéré dans ce petit panier des pâtes, du pain et du beurre et de la farine. Et Exactement. c'est mensonger, parce que finalement, même si ce panier avant c'était X, 10 ans après ils ont retiré des choses qui avaient augmenté en prix pour garder le même niveau d'inflation, et on le sait parce que c'est ouais, c'est officiel. Et au bout d'un moment, tu te dis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, le taux d'inflation, on va laisser refroidir, hein, excusez-moi pour la caméra, vous aurez ma tête en image ou alors mon lapin. Au bout d'un moment, on va être comment? Ça veut dire qu'on va dire que le taux d'inflation, il est simplement parce qu'on met des pâtes et un peu enfin, on met un peu de bolo et puis on prend pas les fruits et les légumes du marché parce que les fruits et légumes du marché, bah, ils sont trop volatiles. C'est un vrai Ce qui problème, hein. est, ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est qu'on comprend, là, sans même être des spécialistes du sujet, que cet outil-là sert juste à remplir les rapports de la Banque centrale pour dire nous avons atteint notre cible entre 1 et 3 d'inflation. On voit bien que le modèle est adapté pour que Ça ça rentre dans leur fonctionne. cadre. C'est comme, C'est simplement ça. je sais plus l'expression, c'est enfin, quand tu prends un marteau pour faire rentrer un carré dans un rond, quoi. C'est vraiment ce qu'ils font. Et finalement, quand ils tapent très très fort avec du kiwi, quand ils tapent très fort avec enfin, des communiqués officiels, des experts, des économistes qui vont faire un livre, des beaux discours, bah, finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont pris le marteau, ils ont pas frappé très très fort, et bah, tout ce qui sortait du rond, il dégage, on s'en fout, on le considère plus. Et au fur et à mesure, bah, comme on considère plus le marché, littéralement, les stocks, les options, et bah qu'est-ce qui se passe? Les gens qui en avaient, ça a monté, ils sont de plus en plus riches. Les gens qui en avaient pas, bah ils en ont toujours pas, ils sont de plus en plus pauvres parce que tout le reste a été dévalué. Donc, si tu me permets, pour donner l'exemple simple aux gens qui ne seraient pas familiers avec qu'est-ce que ça fait quand on augmente le volume d'argent disponible, c'est quoi le lien avec l'inflation? Puis, Oui, c'est parce que sûr. ça peut être un peu abstrait. C'est tout simplement que moi, l'exemple que j'aime donner, c'est si moi, je vais faire ma salle de bain, OK? Disons que j'ai un budget de, de 20 000 OK? Donc, j'ai 20 000 cash pour faire ma salle de bain. Si de l'inflation monétaire, donc il y a plus d'argent dans le système, même que ce qui est intéressant, c'est que mettons que j'ai 50 000 cash, puis je le mets à la banque.
puis je vais prendre 20 000 de cet argent-là, puis faire ma salle de bain. La banque, vu qu'elle va prendre mon 30 000 puis elle va le rendre disponible pour le prêter à mon voisin, qui lui va en prendre 20 000 pour sa salle de bain, va déposer 10 000. Et en tout cas, il y a comme en plus de l'inflation monétaire de la Banque centrale, il y a l'inflation monétaire des prêts. Quand tu empruntes, tu redéposes, la banque peut prêter plusieurs fois et ainsi de suite. Ça fait que mes trois C'est quatre voisins sur fractional ma rue, reserve, on appelle ça en anglais. ouais, exactement, Fractional le fractional reserve, reserve, en français, mais ce serait donc le réserve fractionnaire des banques. fractionnaire. Exactement. Donc, mon voisin, mes trois voisins, eux, ont la même idée que moi en même temps, puis ils vont à la banque, puis ils empruntent sur l'argent que moi j'ai déposé au début, puis que mon autre voisin a fait le même concept. Fait que là, on est quatre, trois ou quatre à vouloir faire notre salle de bain en même temps. Là, il y a beaucoup de demandes déjà, puis là, on ajoute trois, quatre personnes sur le marché pour faire la salle de bain. Donc, quand j'appelle, moi, pour faire ma salle de bain, il dit: Ouais, hier, tu m'as appelé, hein, je te disais que c'était 20 000 de salle de bain. Mais là, c'est parce qu'il y a trois, quatre de tes voisins qui veulent la faire en même temps, puis sont pressés. Fait que là, ça va te coûter 30 000 finalement, ta salle de bain. Tu sais, ça enlève de l'offre sur le marché parce qu'il y a de la demande qui arrive. Donc, c'est ça, quand il y a beaucoup d'argent dans le système, ça fait augmenter la bourse parce que les gens, comme tu as dit, veulent placer leur argent à quelque part. Donc, la bourse s'envole et ça fait que les actions coûtent de plus en plus cher et ça crée de l'inflation. Donc, augmenter le volume de monnaie, ça ne crée pas vraiment de la richesse, ça fait plutôt augmenter les prix dans- à cause de toutes sortes de mécanismes, dont la bourse parce que les gens En fait, cherchent à mettre l'argent quelque part, ou le simple entrepreneur dans une ville, étant donné que tout le monde se met à avoir beaucoup accès à des liquidités pour dépenser, mais ça fait augmenter la demande et c'est ça fait ça. augmenter le prix. Voilà. En fait, faut vraiment que les gens réalisent que c'est pas parce que tu crées plus d'argent qu'il y a plus d'êtres humains. Et du coup, ça fait qu'on est tous avec plus de ressources à chercher les mêmes besoins. Donc Voilà. on est tous à vouloir faire une nouvelle salle de bain, on est tous à Ouais. prendre des prêts pour vouloir acheter de la terre, on est tous prêts à se dire bon j'ai de l'argent, je vais la mettre en bourse, sauf qu'il n'y a pas plus de stock, il n'y a pas plus d'entreprises rentables, sérieuses, il n'y a pas plus de maçons du jour au lendemain, parce que ça prend du temps, c'est compliqué, il faut créer de l'infrastructure, de l'expertise. Donc finalement, ces mêmes maçons, bah, ils vont prendre celui qui paye le plus cher, donc le prix Voilà. augmente. La bourse, bah, c'est un système d'offre et de demande, donc de plus il y a des gens qui achètent, de moins des gens vendent, puisque personne vend, ça augmente. L'immobilier, c'est exactement pareil. Tous les gens qui ont déjà de la terre, ils se disent bah non, moi je vais faire comme tout le monde, je vais emprunter pour faire des rénovations avec mon maçon qui m'a fait payer plus cher parce que j'ai pas envie de vendre. Et finalement, tu te retrouves sur ce cycle où bah on a juste donné plus de ressources à tout le monde. Sauf que cette ressource, c'est pas de la vraie ressource, c'est pas du savoir, c'est pas un bien fini qui a pris du temps et de l'énergie à être construit. C'est de l'argent qui a été imprimé de rien du tout. C'est de la dette que tu dois rembourser. On a pris du Voilà. temps de demain. On a pris le temps du futur de nos enfants pour aujourd'hui. Sauf que, entre-temps, on n'a pas mis les enfants de demain aujourd'hui. On est toujours avec le même nombre d'employés, le même nombre de travailleurs, le même nombre d'entreprises, voire moins, qui doivent se battre pour de plus en plus de ressources. Donc, naturellement, les prix explosent. Quand les prix explosent, eh ben, c'est les gens qui peuvent se permettre de continuer à dépenser plus et autant parce qu'ils se disent bon bah, ok ça me coûte que 4 000, ça me coûtait avant 2 000 de refaire ma salle de bain, aujourd'hui ça me coûte 5 000 de refaire ma salle de bain. T'as deux types de personnes. T'as les personnes qui ont pu s'enrichir pendant cette inflation, pendant ce changement, pendant les deux trois années, elles se disent bon bah ok je le paye même si c'est plus cher. Et t'as les gens qui se sont appauvris ou qui ont stagné, qui se disent ah bah non c'est impossible pour moi de mettre 3 000 € de plus ou dollars de plus pour pouvoir Mm. avoir ce nouvel appartement. Parce que mon salaire n'a pas augmenté et parce que tous les Voilà. autres coûts ont augmenté. Et c'est là où l'écart va commencer à se creuser. Parce que la personne qui a pu se mettre ses 3 000 de plus, derrière elle a une meilleure salle de bain. Si elle revend l'appartement, elle va pouvoir refaire une marge pour reprendre du crédit, pour reprendre de la dette, pour recréer tout ça. Tandis que la personne Voilà. qui a pas pu, elle va être dans ce cycle vertueux vers le bas du les prix augmentent, mais du coup je ne peux pas vendre de maison, je ne peux pas avoir une maison, je continue à payer un loyer, et c'est toujours les mêmes qui payent le loyer aux mêmes propriétaires. Et c'est de plus en plus dur, comme tu le dis, d'être propriétaire aujourd'hui, parce que même si on te donne des taux gratuits, des taux zéro, tu vas finir endetté sur 50 ans ou 40 ans, et en plus tu vas payer une maison deux fois ou 1,3, enfin, Ah. Et,
Laisse-moi ajouter que c'est une attrape, ça, les taux à 0%. C'est sûr qu'on est content de dire ah, ben, j'ai un taux de 1,9% sur mon hypothèque. C'est sûr que ça a l'air fantastique, puis tu dis je vais payer moins d'intérêt. Mais le problème, c'est que quand tu vas à la banque, puis ils te disent bon, tu as 500 000 de budget pour t'acheter une maison selon vos salaires, selon tout ça, ben, quand le taux d'intérêt baisse, ben là, c'est plus, disons qu'il était à 3%. Et là, quand il baisse à 2 ben, c'est plus 500 000 que toi, de budget, c'est, disons, 600 000 Donc, tout le monde a plus d'argent pour acheter la maison. Donc, quand ils se compétitionnent pour la même maison, ça n'arrête plus à 500 parce que c'est la limite, ça arrête à 600. La maison va se vendre 600 000 Donc, Et toi, il t'as y a- toujours il y a 500 000 parce que tu l'as déjà pris le prêt, donc t'es bloqué. tu sais, donc c'est ça, c'est pas. Da- le prix, c'est un signal. Hein? Le prix, c'est un signal. Et là, à cause de toutes ces interventions-là des banques centrales, ça distorsionne les signaux de prix. Le taux d'intérêt, c'est un signal aussi. Et tout est distorsionné. Donc, ça crée des. Mais donc, on est. Écoute, des Bitcoiners, hein, ça peut toujours parler Non, mais t'inquiète de pas. sujets comme ça. Mais tu sais, donc, dans mon livre, j'explique là, qu'est-ce que l'inflation, la déflation, tout ça. Ça va pas aussi loin que qu'est-ce on vient de. Mais, euh, mais ça va donner une idée, dans le fond, aux gens. C'est ça qui est Euh, important. euh, L'important, c'est le c'est Red ça. Pills. Et ton livre est Red Voilà. Pills, tu vois. Et en plus, le Red Pills, il donne la solution. Donc, c'est quand même pratique parce que du coup, Voilà. enfin, il est plutôt court, hein, c'est pas qu'un problème, mais c'est 120 pages, donc c'est accessible, c'est rapide. Quand tu veux mettre en place ton plan Bitcoin, tu peux. Ouais. Et toutes les premières parties, c'est vraiment sur comprendre ce Red Pills. Te dire, en fait, ok, il y a un vrai problème. L'alternative, c'est Bitcoin. Pourquoi c'est Bitcoin? Parce que bah, tu l'expliques et pour les raisons qu'on va pas réénumérer maintenant, parce que sinon on s'en sort jamais. Hein. Et derrière, tu as la solution. Mais l'important, c'est que les gens réalisent ça. Ils réalisent que les taux zéro, c'est une absurdité monumentale. Ça veut dire qu'il y a moins de risques demain qu'aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, tu es sûr de te nourrir, manger, boire, faire la fête. Et demain, tu absolument pas sûr de tout ça parce qu'on peut te remettre un Voilà. lockdown et tu restes chez toi enfin, indéfina. Euh, c'est comprendre qu'à un moment, il y a quand même des inégalités qui se creusent dans le système à cause de justement ce qu'ils essaient de nous donner comme solution. Roxy, as-tu entendu Christine Lagarde qui dit que On sera on est mieux. désolé. Non, non, c'est pas celle-là. C'est que par rapport aux taux d'intérêt négatifs qui s'en viennent, elle faisait un discours que j'ai entendu un extrait, puis elle dit ah, on est désolé pour les épargnants, mais tu sais, c'est quelque chose qu'il faut faire pour la communauté pour prévenir tu sais, les dangers de la contraction de l'économie et tout ça. Il faut que les gens dépensent leur argent pour. Mais c'est ça qui est fascinant, c'est qu'en prétendant dire on va faire ça pour la population, pour que l'économie ne crache pas, ben on cause tous les problèmes qu'on vient d'énumérer de masse monétaire puis qu'il y a trop d'argent dans le système. Tu sais, quand on dit l'immobilier surchauffe, là, c'est pas un. C'est pas juste une figure de style ou c'est une façon belle de dire qu'il y a trop d'argent dans le système. L'argent cherche à aller quelque part, elle va dans l'immobilier et ça fait qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se loger parce qu'il y a des gens qui ont trop de thunes, comme vous dites, dans leurs mains, qui disent il faut que je place mes thunes quelque part et ils les placent dans l'immobilier. Et ça fait que la famille, là-bas, ne peut pas se loger parce que c'est trop cher. Donc, quand ils nous disent on va mettre des intérêts négatifs pour protéger la La population, petite famille, c'est moi, toujours pour la petite famille. Hein. mais c'est l'inverse. Je peux pas comprendre que. Écoute, donc, écoute, c'est peut-être moi qui comprends pas ou tu sais, je suis pas Non, non, économiste, non, non, mais mais, je, mais Roxy, je veux dire, vraiment, elle monte sur un stand, elle nous dit ça en pleine face en disant les taux d'intérêt négatifs, ça va être pour protéger l'économie, pour les gens. C'est vraiment, à mon humble avis, mon très humble avis de juste profane du sujet, qui a lu des livres et qui comprend un peu comment ça fonctionne. Je me dis, il me semble que c'est l'inverse. Si on avait des taux d'intérêt qui sont sains, qui sont normaux, ben, les gens voudraient épargner, il y aurait de la vraie argent dans le système, on n'aurait pas besoin d'en inventer. Ça ferait une économie qui est saine, pas quelque chose qui est littéralement une bulle qui va nécessairement finir par éclater et causer plus de dommages que ce qu'on a voulu mais réparer.
J'adore son discours, hein. On dirait moi en soirée quand je m'emballe avec des gens en leur expliquant pourquoi ça marche pas. Et je suis vraiment en mode, mais vous comprenez ce qui se passe? Ouais, Non, voilà. malheureusement, moi, ma phrase en fait, elle va jamais te plaire, mais c'est la réalité. C'est qu'en fait, on ne trouvera jamais de solution par les gens qui nous ont mis là. C'est par ces mêmes actions des banquiers centraux avant Christine Lagarde qu'on en est ici. C'est elle qui continue à en remettre une couche, et le suivant après Christine Lagarde va continuer à en remettre une couche. Parce qu'on ne trouvera jamais une solution politique, enfin, ou économique, avec ces mêmes personnes. Ils nous ont mis dans la merde, parce qu'ils ont fait des mauvais choix à des moments, mais c'est pas leur faute, c'est parce qu'ils sont humains, et tous les humains font des fautes. Et sauf qu'au lieu d'accepter Et comme un autre... c'est leurs outils, hein, Roxy. Ils voient des signes, ils voient des signes économiques et ils ont des outils. Ils disent, ben, on va utiliser nos Ouais, outils. bien sûr, Mais, parce qu'on leur a donné mais les vas-y. outils. Mais Oui, derrière, voilà. ils les utilisent, et à un moment, bah, c'est out of control, ils ont plus le contrôle, et leur seule solution, c'est de continuer, continuer, continuer. Et là, on est à des taux négatifs à 0,1%, en nominal, on a moins 1%. Peut-être pas pour tout le monde, mais ça va venir. Faut pas s'inquiéter que dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, on va avoir des taux à moins 1, moins 2, moins 5. Où est la limite? Il n'y a aucune limite, parce qu'à un moment, s'ils arrêtent, ils vont dire: ah, mais vous vous rendez pas compte, ça veut dire que l'économie crache, ça veut dire qu'on peut pas soutenir les banques, ça veut dire qu'on peut pas soutenir les petits commerces, etc. Et finalement, malheureusement, on est dans un système où ces mêmes banques centrales, Madame Lagarde et tout, sont droguées à la drogue, enfin à la dette, au besoin d'imprimer, parce que sinon ils perdent leur emploi, sinon leur instance écroule, sinon c'est la crise. Sauf que comme tu l'as dit, c'est une bulle. Et la bulle de la monnaie, ce sera peut-être la pire bulle depuis 100 ans, mais elle va bien péter un jour, parce que tu peux pas continuer à l'infini cette manipulation du prix et des signaux. Comme tu l'as dit, c'est des signaux d'offre et de demande, on les a tellement manipulés qu'un jour à un autre, que vous le vouliez ou non, que Christine Lagarde dise non c'est faux et qu'on se mette des œillères, l'économie est plus forte, le marché est plus fort que le reste. Et ça va juste retomber. Et ça risque Pour, de faire mal. pour clore précisément sur ce sujet-là et renchérir ce que tu viens de dire, Jeff Booth, dans son livre Ouais. The Price of Tomorrow, il explique au début que on a créé tant de milliards de croissance là, depuis 10 ans, disons, tant de milliards pour tel prix en dette. Et il dit, si on veut créer le même nombre de milliards de croissance dans les 10 prochaines années, ça va coûter 2 ou 4 fois plus de dette. Là, désolé si je n'ai pas les figures exactes, mais ce qu'il dit, c'est que on est accro à la croissance pour plein de raisons qu'on ne va pas énumérer. Pour créer cette croissance-là, on accumule de la dette. Et selon lui, il prétend que ça va coûter 2 fois plus cher Ouais. ou 4 fois plus cher de Mais dette c'est pour normal. créer la même croissance. C'est normal quand on Voilà. regarde de 2008 par rapport à là aujourd'hui la crise du Covid, on est déjà quasiment, hein, on a imprimé, je pense qu'on est dans les chiffres exacts, on est déjà à 4 fois ce qu'on avait imprimé pour 2008. Alors qu'on n'est même pas sorti, parce que là ils nous parlent de nous remettre en lockdown à cause d'un Delta variant. Peu importe ce qu'on parle du Covid. La chose c'est simplement qu'à la fin de cette crise, on va avoir imprimé 20 fois ce qu'on avait fait en 2008. Et si jamais il y a une autre crise en 2000, donc je sais pas, en 2027, dans quelques années, on va devoir imprimer 100 fois ce qu'on a imprimé en 2008, 3 fois ce qu'on a imprimé aujourd'hui. Et finalement, de plus t'imprimes, de moins c'est efficace. Et c'est exactement le drogué. C'est t'as besoin d'augmenter ta dose, t'as besoin de fumer de plus tôt, tout le temps. Et on va terminer sur un système où on va nous envoyer de l'argent par hélicoptère. On appelle ça hélicoptère money. Alors c'est pas littéralement des hélicoptères, hein, au cas où c'est pas littéralement des hélicoptères. Ça va être directement dans votre portefeuille Mais de l'État. en passant, ce terme-là, ça a été un des responsables, je pense, aux États-Unis, l'idée avait été vraiment lancée de dire on pourrait envoyer des sacs d'argent par Ouais. hélicoptère. Là, je pense que c'est de là que ça vient Et ça vient le terme. je pense que ça vient de la guerre froide. Bah, c'est ce qu'ils ont fait en fait avec l'opium. Enfin, ce que les Anglais avaient fait avec de l'opium, par exemple, pour la Chine, où il y a plein de régions dans le monde qui ont fait pareil. Même finalement, les conquistadors faisaient exactement pareil en Amérique du Sud, hein. Finalement, t'arrives sur place, tu balances plein d'argent, tu balances une économie, tu balances leur monnaie, tu balances des maladies, tu leur donnes quelque chose qu'ils ont besoin pour être accro. Et une fois qu'ils sont accros, tu vas récupérer les pièces. Donc l'opium ça marchait bien, les bricoles comme les miroirs et tout ça marchait bien, les couvertures, l'or, le rhum ça marche bien, etc. Et bien ce qu'ils sont en train de faire c'est exactement pareil avec l'argent. Ils sont en train de dire à tout le monde bon vous inquiétez pas, on va continuer à vous envoyer de l'argent à l'infini, on va vous donner tous les mois votre chèque de 1000 euros de UBI, on va pouvoir vous soutenir avec un taux d'intérêt négatif constant qui va toujours descendre à partir du moment où vous restez bien comme il faut.
Et le problème, c'est que avec Bitcoin, comme tu l'expliques très bien et comme on le sait tous, hein, si jamais tu détiens tes 24 mots, si jamais tu décides de sortir du système, tu peux. Et c'est ça qui est impressionnant. Et c'est pour ça que Bitcoin, ça fait peur à Madame Lagarde. Et on peut peut-être retourner sur Bitcoin, où finalement, tu as une vraie alternative. Dans tout le monde qu'on vous a décrit du drogué qui doit toujours en mettre plus parce que à un moment, on n'a pas d'autre choix, et Bitcoin, c'est se dire on va faire une cure de désintox, on sort, on arrête, on repart sur des vraies bases économiques à vouloir économiser pour pouvoir investir et non pas l'inverse. On part vraiment sur l'opposé, on fait un virage à 180 degrés Voilà. qu'on a choisi et c'est nous qui le Voilà. choisissons. Comme tu dis j'ai écouté un de tes vidéos hier, c'était très intéressant, une question de d'un de tes auditeurs qui demandait est-ce que ce sera viable que les gens aient chacun leur clé, une clé par Ouais. maison? Et tu parlais que s'il y a une masse critique, disons de 20% qui le font, ça sera assez pour imposer Bitcoin. On ne pourra pas juste dire que ça n'existe pas parce qu'il y aura cette masse critique-là. Donc, d'où l'importance de s'informer sur le sujet, d'où l'importance de faire de l'éducation, de la sensibilisation sur comment garder sa clé, comme tu expliqué dans tes vidéos, comme c'est expliqué dans mon livre. Ça va devenir un peu, littéralement, Une nécessité. une nécessité de l'autodéfense, un peu, en guillemets, Ouais. mais surtout un choix. Je ne veux pas embarquer dans dans un discours, Oui, comment on dit conspirationniste. ça, belliqueux, plutôt belliqueux. C'est pas, c'est un choix. Donc, regarde bien, j'ai la bonne conclusion pour ça. Moi, j'ai rien contre le fait que les banques vont avoir des comptes en Bitcoin. Je sais que ça hérisse beaucoup de Bitcoiners maximalistes parce que l'idée, c'est de se sortir des banques. Ça, je comprends. Mais moi, c'est pas comme ça que je vois ça. Moi, ça va me faire très plaisir de me faire payer en Bitcoin, déposer dans ma banque parce que les banques, en passant, offrent des services que la population a besoin, malgré leur travers et tout ça. Tu sais, dans le temps qu'il y avait des pièces d'or, les banques existaient Ouais. quand même. Donc, les banques, c'est un service. Partant de cette idée, ils ont abusé de leur position de pouvoir. Ça, on est tous d'accord avec ça. Mais une fois que Bitcoin va exister, puis ta paye va être déposée en Bitcoin, si la banque ne respecte pas tes droits ou ambitionne encore, ben guess what? Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, tu vas pouvoir sortir ton argent de manière électronique en 10 minutes. Comme ça. Tu vas avoir la possibilité, le choix de dire, vous savez quoi? Je vais prendre tout mon argent. En ce moment, oui, tu peux sortir tout ton argent. De un, si tu essaies de sortir, disons, 100 000 de ta banque, Impossible. ça va être compliqué. De un, mais de deux, disons qu'elle te laisse faire. Il faut que tu te rendes à la banque avec avec des sacs et que tu mettes les billets dans des sacs. On est en 2021, tout l'argent est numérisé, tout l'argent est dans des bases de données, mais pour l'avoir chez vous, pour la garder chez toi, tu n'as pas le choix de la transférer sur un médium physique, donc des billets. Donc, ça fait pas beaucoup de sens. C'est ça que Bitcoin apporte. Et en passant, je fais une autre parenthèse rapide. Il y a beaucoup de gens qui sont pro autre Bitcoin. Là. Des fois, j'argumente sur Internet qu'il y a des gens qui disent qu'il y a qu'il y a beaucoup de sortes de Bitcoin. Ça me fait, ça m'irrisse. Là. Je leur souhaite toujours bonne chance dans leur projet quand ils me disent ça, que les Bitcoin Cash puis BSV, c'est des Bitcoins eux aussi. Non. Je veux dire, il y a un Bitcoin. D'ailleurs, je vais faire un podcast éventuellement sur qu'est-ce que Bitcoin. C'est quoi Ouais, qui on définit en la bonne parlait la version de dernière Bitcoin? fois. On en parlait. Il va falloir faire ça parce qu'éventuellement, si le protocole change, qu'est-ce qui décide? En tout cas, on verra ça, mais je vais en revenir. On en C'est avait que parlé, je suis chaud pour le c'est. faire, hein, donc les abonnés, Ouais, abonnez-vous, mettez un like, un commentaire, demandez si on veut le faire, mais nous on veut faire une vidéo tous les deux, voir ouais. quel format, mais vraiment sur expliquer Qu'est-ce. qu'est-ce que c'est Bitcoin, Ouais, Bitcoin Cash, exactement. ABC, SV, qu'est-ce qu'un fork que fait que c'est Bitcoin, si même demain Bitcoin Core qu'on connaît, enfin donc le Bitcoin qu'on C'est parle ça. régulièrement, fork demain, lequel on choisit. Enfin, il Voilà. faut quand même prévoir ce genre de choses, hein. Exactement. Donc, il va falloir en parler, mais où je m'en allais avec ça, c'est que, oui, eux, ils me parlent toujours de paiement, de système de paiement. J'en ai personnellement rien à faire des systèmes de paiement. Il y a Visa qui existe, il y a les banques, il va y avoir Strike. Tu sais, Bitcoin, c'est pas un système de paiement, c'est une monnaie avec un système de settlement. En français, c'est Ouais, j'ai jamais trouvé, mais c'est en tout cas, encryption finale. C'est le mieux que j'ai ouais. trouvé.
C'est ça. Donc c'est un système comme. C'est une monnaie avec un système interbancaire, entre guillemets, intégré. Donc, moi, j'ai pas envie de parler de paiement avec Bitcoin. Oui, il faut avoir des solutions de paiement comme le Lightning Network, puis Strike, puis Liquid Ok. Network, s'il faut. C'est un enjeu, il faut en parler, il faut faire des solutions pour ça, mais ça n'a pas vraiment de lien avec Bitcoin, le réseau et la monnaie, parce que c'est pas un système de paiement, parce qu'éventuellement, les transactions vont coûter trop cher, puis c'est normal. L'analogie que je donnais récemment, c'est pas parce que le Centre Bell à Montréal, l'amphithéâtre des Canadiens, n'a que 21 000 places, OK? C'est pas parce qu'il y a 1 million de fans à Montréal, puis qu'il y a juste 21 000 places pardon, dans le Centre Bell, que le Canadien ne fonctionne pas. Il y a des couches au-dessus. Il y a la télévision. Ceux qui ne sont pas au Centre Bell écoutent le match à la télévision. Et tout ce que ça fait, le fait qu'il y ait juste 21 000 places pour des millions de personnes qui veulent s'en servir, ça fait juste augmenter le prix du billet. Donc, dire que Bitcoin ne pourra pas marcher dans l'avenir parce que les blocs sont trop petits et il n'y a pas assez de transactions, c'est comme dire que la Canadienne de Montréal, l'équipe de hockey, pour ceux qui ne sont pas familiers, ne peut pas fonctionner parce qu'il y a juste 21 000 places dans son amphithéâtre. Ça ne fait aucun sens. Ça fait juste dire que le prix de la place de transaction va nécessairement augmenter pour éventuellement atteindre une limite. Ce ne sera pas exponentiel. Il y a quelqu'un qui faisait un article là-dessus que éventuellement, là, on ne pourra pas avoir des mineurs à l'infini. Il y a comme un. On fera une vidéo là-dessus, mais. Ouais, non, t'inquiète pas, mais, mais, mais bon, donc, pour ceux qui savent, David a parlé avec Pablo. Donc tu as parlé avec Pablo, je pense, sur Twitter, qui est un bicacheur. Hein. Si tu nous regardes, Pablo, bonjour à toi. ouais, Et voilà, il a toujours des arguments. Bon, certains, on peut les entendre, ces arguments. Après, il a une façon très toxique, on va dire, déjà de s'exprimer, ce qui est pas toujours agréable quand tu veux dialoguer. Mais il y a d'autres arguments qui sont pas forcément logiques. Et c'est vrai qu'on voulait. Un jour, il faut qu'on fasse une vidéo quand même là-dessus. c'est Surtout ça, en c'est français, ça. parce qu'on en parlait avant la vidéo. Il y a quand même. Heureusement qu'il y a il y a ton livre, donc c'est super, mais il n'y a pas beaucoup de ressources francophones. Il n'y en a pas assez à mes yeux, on va dire, de ressources francophones pour expliquer tout ça. Donc, je pense que dans toute mon excitation du sujet, j'ai perdu où je voulais m'en aller avec les versions. Je pense que je voulais juste parler que pour moi, l'idée du système de paiement, c'est pas très important. On fera une vidéo là-dessus Ah, pour avoir et que c'est ça. Donc, Bitcoin, c'est vraiment une monnaie. Puis c'est ce que je propose. C'est ça que j'explique dans le livre que Bitcoin a vraiment les outils pour devenir la monnaie de réserve mondiale, disons, et régler tous les problèmes qu'on a passé la majeure partie du vidéo à énoncer. Et comme Bitcoin est limité, ce qui est sa plus grande force en passant à mon humble avis, quand on me demande c'est quoi le côté le plus important de Bitcoin, moi je réponds, c'est qu'il est strictement limité. C'est ça. Ça amène toutes les autres caractéristiques intéressantes par la suite, c'est que c'est strictement limité. Donc, ça nous permet d'envisager le stock à flux, donc de prévoir dans l'avenir combien il y aura de nouveaux Bitcoins, c'est quoi sera l'offre, et c'est ça le côté stable de Bitcoin. Donc, on est capable de comment je pourrais dire ça? Il n'y a pas d'incertitude de ce côté-là. Ça fait Bitcoin, à mon avis, une monnaie extrêmement stable parce qu'on n'a pas peur qu'à tout moment, on découvre un gouvernement dise on va faire du quantitative easing ou je ne sais pas comment on dit ça en ouais, français, mais ouais. on va injecter les sommes dans le système qui Ah, va on causer tout peut ce pas qu'on a dit dévoluer tantôt. sans que tu sois d'accord. Exactement. Ou lors qu'on dit, ben, il y a quelqu'un qui va trouver une grosse veine ou il y a un astéroïde qui va passer assez proche pour qu'on mine tout l'or. Avec Bitcoin, il n'y aura jamais cette menace-là de dévaluation. Donc, à mon avis, Bitcoin, c'est très, très stable de ce point de vue-là. C'est sûr que ça varie au niveau du prix en dollars, mais au Mais en niveau dollars, de. toujours. C'est ça, en dollars, mais ça, éventuellement, ça sera de moins en moins important. Un bitcoin égale un bitcoin. Voilà. Ça, Pierre Rochard, au début, Pierre Rochard est un des grands acteurs de mon intérêt pour Bitcoin. Puis c'est une des premières choses que j'ai vues que j'étais comme, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Évidemment qu'un Bitcoin, mais plus que tu fais des recherches, plus que tu lis, plus que tu comprends qu'est-ce que ça veut dire un Bitcoin égale un Bitcoin. Là, quelqu'un va te dire, oui, mais un dollar égale un Ah, dollar. Ah, mais non! j'avais l'argumenté à quelqu'un et je disais, bah non.
Il me fait, mais Ah si. ben non, Et je fais, bah ben non, non. parce que $1 n'équivaut pas à $1. Ça dépend de quelle époque, quel temps, quoi, Il- comment, ça n'a rien à voir. dès qu'on lit, Roxy, un rapport de rentabilité, de performance ou de profit, c'est toujours, et il y a une petite astérix, genre en dollars d'aujourd'hui. Et là, la preuve, il faut mentionner en dollars d'aujourd'hui. Et là, quelqu'un va nous dire, oui, mais c'est pareil pour Bitcoin parce qu'il y a un prix en 2011, puis mais oui et non, parce que c'est que là, on compare avec le prix en dollars. Si on parle en unités, c'est pas. C'est- euh, euh, Bitcoin ne souffrira pas de la dévaluation. C'est ça qu'on veut dire, tout Ouais, simplement. non, c'est Tandis sûr. qu'un dollar souffre de dévaluation qui est programmée. J'en parle beaucoup dans mon livre. L'inflation programmée. C'est ça qui est dommageable. Et c'est pour ça qu'un Et dollar n'égale pas officielle. toujours un dollar. Programmée et officielle. Parce qu'elle est quand même Voilà, oui, voulue. c'est voulu. C'est C'est, voulu. en fait, Faut pas croire c'est qu'on dise voulu. que en mode c'est une erreur, c'est littéralement voulu hein, qu'on ait cette inflation. Euh, Oui, oui, c'est ça. Il faut savoir que les banques centrales, c'est un secret que je dévoile dans le livre. C'est pas juste pour limiter l'inflation à, disons, 2 à 3. Non, 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 c'est pour s'assurer que ça soit pas en bas de 1. Sinon, les banques vont, ta maison va valoir moins cher que ton prêt à la banque. Et ça, pour les banques, ça ne fonctionne pas. Donc, elles veulent s'assurer qu'il y ait au moins 1 d'inflation pour pas que ta maison vale moins cher que ton prêt. C'est pour ça que l'inflation est programmée. Et c'est pas, on n'est pas des, nous ne sommes pas des conspirationnistes, là. C'est écrit dans la charte de la Banque du Canada qu'elle elle veut limiter l'inflation à une fourchette entre 1 et 3. Et la raison pourquoi il faut que ça soit en haut d'1 c'est qu'elle ne veut pas que ta maison vale moins cher que le prêt que tu as contracté auprès de ta banque. Voilà. Fait que vous savez le secret. C'est ça le secret dans le livre. Eh ben Voilà. écoute, David, merci beaucoup à toi pour l'interview. On va se laisser sur ce petit mot de la fin. On va parler de ton livre du coup rapidement. Donc tout sur Bitcoin, le comprendre et l'utiliser. C'est déjà sorti? Oui, c'est sorti, c'est disponible en France sur Fnac, sur le site de l'éditeur Dicolan, sur Amazon.fr. Au Canada, c'est disponible sur Amazon.ca. Même aux États-Unis, en fait, je pense qu'il est disponible sur toutes les plateformes d'Amazon. C'est disponible aussi sur Kindle. J'ai mon microsite tout sur bitcoin.com que vous pouvez aller visiter. Je mets souvent des interventions que je fais dans les médias, tout ça, au bas de la page. Donc, si ça vous intéresse de voir, là, donc c'est sûr que le lien de cette vidéo, il sera Écoute, certainement. bien Donc, sûr. ici. Et sur Twitter, à commercial David Saint-Onge, vous pouvez m'ajouter, vous pouvez m'écrire, ça va me faire un grand plaisir. Ok, bon, évidemment, vous en doutez, vous aurez absolument tous les liens dans la description, les liens Amazon également, peut-être en affiliation, je sais pas trop comment, je me démerde. N'oubliez pas de liker, partager si vous avez bien aimé, cette interview, si vous avez la moindre question, débat, si vous n'êtes pas d'accord, évidemment, posez-les dans les commentaires, hein. J'enverrai les commentaires à David pour qu'il puisse commenter lui-même s'il a envie, sinon je me ferai un plaisir d'y répondre en vidéo avec les Q&A que vous connaissez, dans des discutons Bitcoin si on va un peu plus loin en podcast, ou à l'écrit si j'ai pas le courage de faire une vidéo. En tout cas David, merci beaucoup à toi déjà d'avoir pris le temps d'écrire ce livre, d'avoir eu le temps de synthétiser comme tu l'as dit toutes tes notes, tout ton savoir sur Bitcoin, d'avoir essayé de créer un outil en plus pour la communauté francophone, que ce soit au Canada, en France, ou en Afrique, ou en Amérique latine, ou en Asie. De toute façon, il y a des Français partout pour qu'ils puissent facilement découvrir, se lancer, le donner à la famille également, tu vois. J'ai souvent donné les livres de l'internet de l'argent d'Andreas à ma famille. Bah voilà, ça c'est un autre livre que tu peux facilement offrir et les personnes après ils sont libres de prendre leur destin en main comme on le dit souvent. Adopter Bitcoin c'est un choix personnel que tout le monde doit faire. Aujourd'hui il n'y a plus d'excuses pour pas le faire, il y a assez de ressources écrites, podcasts, vidéos pour y aller. Franchement les amis, allez-y. Non pas, enfin il n'y a pas de, tu m'as pas payé, hein, il n'y a pas de promo payé pour faire ça. C'est bien sûr c'est purement bénévole. J'ai eu le livre gratuit mais je l'ai apprécié et j'aime bien ton travail David. Merci à toi d'être venu. Merci. Merci, ça m'a fait très grand plaisir. Bonne Allez, journée. au revoir, Salut. on like, on Bye. s'abonne. Salut les amis. Grâce à Bitcoin, vous avez regagné de la souveraineté financière. Désormais, allez plus loin. Faites tourner votre nœud et devenez votre propre banque. Contribuez au réseau et arrêtez de faire confiance. Devenez Bitcoin.